Mes parents se sont moqués de moi pour avoir quitté la Sorbonne. J'étais assise en silence à la prestation de serment de mon frère. Puis le juge m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Merci docteur Dubois ». La main de mon père a tremblé. Ma mère a cessé de respirer. C'est l'histoire de la façon dont le secret que j'ai gardé pendant 12 ans a explosé au visage de ma famille, au moment et à l'endroit où ils s'y attendaient le moins. C'est l'histoire de la vérité. Avant de vous raconter en détail comment mon monde, et surtout le leur, a basculé ce jour-là, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons à Paris. Je m'appelle Élise Dubois, j'ai 36 ans. Et à cet instant précis, je suis assise, seule, dans la dernière rangée de la grande chambre du palais de justice de Paris. L'air est lourd, chargé d'histoire et de l'odeur du bois ciré et des vieux papiers. Le silence est seulement rompu par le bruissement des robes d'avocats et des murmures respectueux. Mes talons ont cliqué doucement contre le marbre lorsque je suis entrée, un son presque incongru dans cette atmosphère solennelle. Personne ne m'a réservé de place. C'est très bien comme ça. De toute façon, personne ne s'attendait à ce que je vienne. Tout devant, près de l'estrade du juge, ma famille est rassemblée. Une parfaite carte postale de la réussite bourgeoise parisienne. Mon père, Jean-Pierre Dubois, ancien procureur de la République, se tient droit comme un i, son costume sombre taillé à la perfection. Ma mère, Catherine, à côté de lui, l'élégance incarnée dans son tailleur Chanel, ses perles discrètes scintillant sous les lumières tamisées. Et entre eux, mon petit frère, Julien. L'enfant en or. Celui qui a tout fait, comme il faut. Dans quelques minutes, il prêtera serment et deviendra officiellement avocat au barreau de Paris, marchant fièrement dans les pas de notre père. Je les observe de loin. Chaque geste, chaque sourire échangé avec un confrère ou un ami de la famille, est une pièce de théâtre à laquelle je ne participe plus. Je suis l'invité invisible, le fantôme du passé de la famille Dubois. La déception qu'on mentionne avec des sourires crispés et des changements de sujet rapides lors des dîners en ville. J'entends la voix de ma mère, un murmure qui me parvient par bribes. Elle parle à une amie, une femme dont le visage m'est vaguement familier. Oui, nous sommes tellement fiers de Julien. Nous sommes reconnaissants qu'au moins un de nos enfants ait trouvé sa voie. La phrase flotte dans l'air et vient s'écraser sur moi. Au moins un. Je ne bronche pas. Après tant d'années, on apprend à avaler les choses sans s'étouffer. On apprend à construire une forteresse autour de son cœur. Ils croient tous la même histoire. L'histoire qu'ils se sont racontée, et que tout leur cercle s'est raconté pendant 12 ans, Élise, la brillante étudiante en droit à la Sorbonne, celle qui promettait tant, a craqué. Elle n'a pas supporté la pression. Elle a abandonné, tournant le dos à un avenir tout tracé, entachant le nom de la famille d'un sentiment d'échec inexplicable. Une sorte de faiblesse, de défaillance mentale ou morale qui reste un sujet tabou. Le stress, la compétition, personne ne sait vraiment, mais tout le monde a son opinion. Mon père se lève. Le silence se fait plus profond. Il s'avance pour donner un court discours avant la cérémonie. Il est dans son élément, sa voix de procureur résonnant avec autorité, chaque phrase pesée comme une pièce à conviction. Il parle de l'honneur, du devoir, de la lourde charge de servir la justice. Son regard balaie l'assemblée, les futurs avocats, leurs familles fières. Mais son regard m'évite. Délibérément. Il me sait là, je le sens, mais pour lui, je suis une anomalie, une erreur dans le tableau parfait de sa vie. Il lève sa coupe de champagne, un geste théâtral qu'il maîtrise à la perfection. La justice, dit-il, sa voix emplissant la salle, ce n'est pas seulement connaître la loi. C'est l'honorer. C'est un devoir sacré. Il marque une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Et nous sommes fiers qu'au moins un de nos enfants n'ait jamais tourné le dos à ce devoir. Le coup est direct. Brutal. Mais mon visage reste impassible. Je suis devenue une experte dans l'art de ne rien laisser paraître. À l'intérieur, cependant, la vieille blessure brûle. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne sait, c'est que la justice que je sers est bien plus complexe, bien plus dangereuse que celle qu'il a connue. Et elle est sur le point de frapper très,
très près de lui. Comment réagiraient-ils s'ils savaient la vérité? Ce qu'ils ignorent, c'est que le jour où j'ai officiellement retiré mon nom des registres de la Sorbonne, ce n'était pas une fin, mais un commencement. Je n'ai pas fui. J'ai été recruté. Recruté par une branche si secrète du ministère de la Justice que la plupart des hauts fonctionnaires ignorent jusqu'à son existence. Une unité d'élite chargée de faire le ménage là où personne n'ose regarder, à l'intérieur même du système. Aujourd'hui, je ne suis pas une simple analyste de données dans une obscure société de conseil à Lyon, comme le croit ma famille. Je suis le docteur Élise Dubois, et je dirige des enquêtes sur la corruption fédérale. Mes cibles ne sont pas de petits délinquants. Ce sont des juges, des sénateurs, des procureurs, des hommes et des femmes qui se croient intouchables, protégés par leur statut et leur réseau. Mon travail consiste à trouver la pourriture là où d'autres ne voient que la tradition et le pouvoir. Je possède des accréditations qui peuvent ouvrir des portes scellées à Paris, des autorisations qui font blêmir les gardes de sécurité les plus zélés. J'ai démantelé des réseaux de pots de vin au sein même des tribunaux, suivi des flux financiers illicites à travers des paradis fiscaux, et mis au jour des complots qui auraient pu détourner des fonds électoraux. Ma vie est un mensonge soigneusement construit pour protéger une vérité bien plus grande. Et ma mission actuelle est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, dans cette salle, à supporter les regards condescendants et les piques de mon père. Elle concerne quelqu'un qui est assis à quelques mètres à peine de ma famille. Le juge qui préside la cérémonie d'aujourd'hui, celui qui s'apprête à faire prêter serment à mon frère. Le juge Alain Rochefort. Pour ma famille, il est oncle Alain. Un ami de 30 ans, un pilier de leur cercle social. Le partenaire de golf de mon père, l'homme dont les anecdotes amusent ma mère lors des dîners. Je me souviens de lui quand j'étais enfant, lors de nos vacances à Deauville. Il me soulevait dans ses bras, son rire était un grondement chaleureux, et il me disait toujours que j'avais l'œil d'un juge. C'est ironique, n'est-ce pas? Il avait raison, mais pas de la manière qu'il imaginait. Pour moi, aujourd'hui, il n'est pas oncle Alain. Il est la cible principale de l'opération Renard. Depuis 3 mois, mon équipe et moi tirons sur un fil qui a commencé avec un audit discrètement enterré concernant un cabinet de lobbying parisien. Le fil nous a menés directement à Rochefort. Nous avons découvert une société écran aux îles Caïmans au nom de sa femme. Des virements trimestriels provenant de comités d'action politique anonymes. Un portefeuille immobilier géré par une société de conseil qui n'existe que sur le papier. Chaque transaction était une brique de plus dans le mur de sa culpabilité. Nous avons tout cartographié, tout recoupé, tout confirmé. Et il y a 2 semaines, j'ai personnellement signé le rapport de synthèse recommandant son inculpation imminente. Je n'étais pas censé être ici. J'avais déjà répondu « non » à l'invitation, prétextant une surcharge de travail à Lyon. Je comptais passer le week-end à finaliser les derniers détails du dossier Rochefort. Et puis, j'ai vu le programme de la cérémonie passer dans notre base de données interne. Son nom était là, noir sur blanc. Juge Alain à Rochefort, président la cérémonie. Le prédateur célébrant l'entrée de nouvelles proies dans son territoire. Lors de mon briefing hebdomadaire avec ma directrice, Valérie, je lui en ai parlé. Elle a levé les yeux de son dossier, son visage comme toujours indéchiffrable. Il va vous reconnaître, Élise. Je sais. Il est intelligent. Normalement, il ne dira rien. Mais il pourrait paniquer. Elle ne m'a pas interdit d'y aller. Elle ne le fait jamais. Elle nous laisse évaluer nos propres risques opérationnels. Mais juste avant de refermer le dossier, elle a ajouté « Vous avez travaillé 12 ans dans l'ombre. Soyez simplement prête si quelqu'un allume la lumière. » Alors j'ai réservé un vol pour Paris sous un de mes alias de voyage. J'ai loué une voiture discrète. J'ai choisi une robe noire, simple, sobre. Rien qui ne puisse attirer l'attention. Rien qui ne crie « agent du gouvernement ». J'ai passé la nuit précédente à revoir les enregistrements de ses dernières apparitions publiques, à mémoriser son langage corporel sous pression. J'ai calculé tous les scénarios possibles, tous les risques d'exposition. Mais ce n'était pas l'embarras public que je redoutais. C'était l'autre sorte d'explosion. La privée. Le regard de mon père se plissant de suspicion. La main de ma mère se crispant sur son verre. Le visage de Julien,
déformé par l'incompréhension. Le juge Rochefort ne sait pas que je suis là. Et ma famille n'a aucune idée que l'homme qu'il s'apprête à applaudir pourrait porter des menottes dans moins de 6 mois. À cause de moi. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement la sœur ratée. Je suis le prédateur, et le juge, mon ami de famille, était ma proie. Et il ne le savait pas encore. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une surprise encore plus grande nous attendait tous. Le souvenir est encore si vif, même après 12 ans. Il me suffit de fermer les yeux pour sentir à nouveau l'odeur des vieux livres dans la bibliothèque Sainte-Geneviève, pour entendre le son de mes propres pas pressés sur les pavés de la place du Panthéon. À l'époque, j'étais une autre personne. J'étais Élise Dubois, l'étudiante prodige de la faculté de droit de la Sorbonne. La fierté de Jean-Pierre Dubois. Je marchais dans les couloirs de cette institution avec une concentration qui forçait les professeurs à s'interrompre au milieu de leur cours. Droit des contrats, droit constitutionnel, procédure pénale. Je dévorais tout. J'étais la première à lever la main, la dernière à quitter les groupes de travail. J'étais celle dont les camarades chuchotaient le nom lorsque les notes étaient affichées. Dans le top 5% de la promotion. Des propositions de stage dans les plus grands cabinets avant même la fin de ma 2e année. Une nomination par le corps professoral pour un prestigieux programme de leadership. Je ne sortais pas beaucoup. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais pas le temps pour ça. J'avais un plan. Une trajectoire aussi droite et nette qu'une flèche. Si je gardais la tête baissée, si je ne me laissais pas distraire, je pourrais atteindre le sommet. Le bureau du procureur de la République, peut-être. Et un jour, qui sait, un siège de juge. Je voulais rendre mon père fier. Plus que ça, je voulais gagner son respect, non pas en tant que sa fille, mais en tant que son égale. C'était mon unique obsession. Je croyais en la justice avec la ferveur d'un converti. Je croyais que le système, malgré ses défauts, était fondamentalement bon et que notre rôle était de le protéger. Quelle innocence! Puis est arrivé le professeur Bernard Lambert. Un nom qui, encore aujourd'hui, provoque une torsion dans mes entrailles. Pour le monde extérieur, Lambert était une icône. Respecté, publié dans les plus grandes revues juridiques, auteur d'ouvrages de référence. Intouchable. Dans les coulisses, cependant, une rumeur discrète circulait. Une réputation étrange. On disait qu'il avait un talent particulier pour faire avancer la carrière de certains étudiants plus vite que d'autres, dans le cadre de « mentorat » au contour flou. La plupart des gens ignoraient ces chuchotements. C'était plus simple de regarder ailleurs. J'ai été choisie pour être son assistante de recherche en 3e année. Un honneur immense. J'ai passé des mois à compiler des sources pour son dernier livre. C'est là que je l'ai trouvé. Un soir, tard, alors que je classais une pile de dossiers, une chemise cartonnée a glissé et son contenu s'est répandu sur le sol de son bureau. En ramassant les feuilles, j'ai vu un document qui n'avait rien à faire là. Ce n'était pas une note de recherche. C'était une note de service interne, une correspondance entre le service des admissions et un grand groupe industriel. La note était sobre, presque banale. Elle accusait réception d'une « contribution philanthropique exceptionnelle » de la part du groupe. Mais c'est la 2e page qui a glacé mon sang. C'était un mémo manuscrit, agrafé à la première. L'écriture était celle de Lambert, je la reconnaissais entre mille. Il suggérait fortement que le fils du PDG de ce groupe, un étudiant aux résultats médiocres, soit considéré pour le seul stage disponible cet été-là au Conseil d'État. Un poste que des dizaines d'étudiants brillants convoitaient. La connexion était là, implicite mais indéniable. De l'argent contre une faveur. La corruption pure et simple, cachée sous le vernis de la philanthropie. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je tenais quelque chose de dangereux. J'ai remis le document dans le dossier, mes mains tremblaient. Pendant 1 semaine, je n'ai rien dit. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal interprété, que c'était une coïncidence. Et puis, j'en ai trouvé un 2e. Un autre dossier, une autre contribution, cette fois liée à une place dans un programme d'échange avec une université américaine. C'en était trop. Mon éducation, tout ce que mon père m'avait enseigné, me criait de faire ce qui était juste. La justice signifiait parler.
J'ai donc pris les copies que j'avais faites en secret et j'ai demandé un rendez-vous avec le comité d'éthique de l'université. Je pensais naïvement que je faisais ce qu'il fallait. Je pensais que je protégeais l'institution que j'aimais. Je pensais que c'était une simple erreur de classement. Mais ce que je tenais entre les mains était la preuve d'une corruption qui rongeait l'institution de l'intérieur. Et j'ai décidé que je ne pouvais pas rester silencieuse. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Ou peut-être, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? La réunion avec le comité d'éthique a été une leçon d'hypocrisie. 3 professeurs âgés, le visage fermé, m'ont écouté dans un silence glacial. Ils ont pris les copies, m'ont remercié pour ma vigilance, et m'ont dit qu'ils allaient enquêter de manière approfondie. Je suis sortie de la salle avec un sentiment de devoir accompli, mais aussi un malaise diffus, comme le calme avant une tempête. La tempête n'a pas tardé. En moins de 48 heures, mon monde a commencé à s'effriter. Mon accès à la base de données de recherche en ligne a été temporairement suspendu pour maintenance. Un professeur qui, la semaine précédente, avait loué mon mémoire devant toute la classe, a soudainement refusé de croiser mon regard dans le couloir. Les murmures ont commencé. Des chuchotements dans mon dos lorsque j'entrais dans l'amphithéâtre. Des regards de pitié. Des camarades de classe qui traversaient la rue pour ne pas avoir à me saluer. J'étais devenue radioactive. Mais le pire était à venir. Je savais que Lambert ne resterait pas inactif. C'était un homme puissant, avec des décennies de relations et de faveurs accumulées. Je m'attendais à ce qu'il fasse pression, qu'il nie tout en bloc. Je n'avais pas anticipé la brutalité et la perfidie de sa contre-attaque. Une semaine après ma dénonciation, j'ai été convoqué dans le bureau du doyen. Le professeur Lambert était là. Assis dans un fauteuil, l'air grave et peiné. Le doyen, un homme que je respectais profondément, avait le visage sombre. Il a posé une feuille sur son bureau et l'a fait glisser vers moi. C'était une copie de mon dernier examen de procédure civile. Une épreuve que j'avais brillamment réussie. Sur la copie, quelqu'un avait surligné plusieurs passages. À côté, il y avait une autre feuille, une page imprimée d'un article de revue juridique. Les passages correspondaient. Mot pour mot. Élise, a commencé le doyen, sa voix lourde de déception, le professeur Lambert a découvert des irrégularités lors de la correction. Il semblerait que vous ayez plagié une partie importante de votre examen. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'était impossible. J'ai regardé Lambert. Il avait un air de tristesse feinte, comme un père déçu par son enfant prodigue. Je suis terriblement navré, Élise, a-t-il dit doucement. J'ai toujours cru en votre potentiel. Mais les règles sont les règles. C'était un piège. Un coup monté de toutes pièces. Il avait utilisé son accès aux copies pour falsifier la mienne, pour me détruire avant que je ne puisse le détruire. J'ai protesté, bien sûr. J'ai crié que c'était un mensonge, une vengeance. Mais mes paroles se perdaient dans le silence hostile du bureau. Qui allait-il croire? L'étudiante de 3e année ou le professeur le plus respecté de la faculté? La question était rhétorique. Le comité de discipline a été une parodie de justice. Mon avocat, commis d'office, m'a conseillé de ne pas faire de vagues. Le verdict était déjà écrit. On m'a offert un choix, je pouvais soit retirer volontairement ma candidature de l'université, pour raisons personnelles, sans aucune mention de l'incident dans mon dossier, soit faire face à une expulsion officielle pour fraude, une marque qui me suivrait toute ma vie et ruinerait toute chance de carrière juridique. À ce moment-là, j'ai ressenti une solitude si profonde, si totale, que j'ai cru qu'elle allait me consumer. J'étais seule contre une institution entière qui protégeait l'un des siens. Il ne se contentait pas de rejeter mes accusations. Il m'effaçait. Je dois vous poser une question. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à vous battre, sachant que c'était perdu d'avance? Ou auriez-vous accepté leur marché empoisonné pour sauver ce qui pouvait encore l'être? Dites-le-moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de connaître votre avis. J'ai choisi de partir. J'ai signé les papiers, le cœur lourd et la rage au ventre. Mon rêve était brisé. Ma réputation, détruite. J'ai vidé mon casier, j'ai rendu mes livres à la bibliothèque, et j'ai quitté la Sorbonne sans me retourner. En quelques jours,
je suis passée de l'étudiante prodige à la paria. Il n'avait pas seulement rejeté mes accusations. Il m'avait détruite. C'est alors que le téléphone a sonné. Un numéro masqué. C'était une voix de femme, calme et directe. Et ce qu'elle m'a dit a tout changé. Allô, mademoiselle Dubois? La voix était posée, sans aucune inflexion. Une voix qui avait l'habitude de maîtriser chaque situation. Mon nom n'a pas d'importance pour l'instant. Je travaille pour une agence gouvernementale. Nous suivons le professeur Lambert depuis un certain temps. Je me suis assise sur le bord de mon lit, dans ma petite chambre d'étudiante que je devais vider avant la fin de la semaine. Le silence dans l'écouteur était total, me laissant le temps d'absorber le choc. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé, a-t-elle continué. Nous savons que vous avez dit la vérité. Et nous savons comment ils vous ont réduite au silence. Le système a échoué à vous protéger. Des larmes de rage et de frustration que j'avais retenues pendant des jours ont commencé à couler sur mes joues. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un me croyait. C'était comme une bouffée d'air frais après avoir failli me noyer. Le monde dans lequel vous vouliez entrer, mademoiselle Dubois, le monde des tribunaux et des lois, est imparfait. Parfois, pour le protéger, il faut travailler en dehors de ces règles traditionnelles. Nous faisons partie d'un groupe de travail spécial au sein du ministère de la Justice. Notre mission est de surveiller les institutions d'élite, celles qui se croient au-dessus des lois. Sa voix était devenue plus intense. Votre université en fait partie. Elle a marqué une pause. Quelqu'un comme vous, observatrice, disciplinée, et qui n'a pas peur de regarder la corruption en face, vous pourriez avoir une grande valeur. Si vous êtes prête à disparaître d'un monde pour entrer dans un autre. Disparaître. Le mot a résonné en moi. C'était exactement ce que je ressentais. J'étais déjà en train de disparaître. Il m'avait effacé. Mais cette femme m'offrait une autre forme de disparition. Non pas une fuite, mais une transformation. Une chance de transformer ma plus grande défaite en ma plus grande force. La décision n'a pas été longue à prendre. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Mon rêve était déjà en cendres. Mon nom, sali. Ma foi dans le système, anéantie. Que dois-je faire, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Rien pour l'instant, a-t-elle répondu. Continuez comme prévu. Finalisez votre retrait de l'université. Ne donnez aucune explication. Ne faites aucun appel. Nous vous contacterons. Et elle a raccroché. J'ai officiellement retiré ma candidature une semaine plus tard. L'appel à ma famille a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Ma mère a pleuré au téléphone. Mais pourquoi, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis restée vague, incapable de lui dire la vérité, son inquiétude s'est transformée en une conclusion qui, pour elle, était la seule explication logique à un comportement aussi irrationnel. Élise, es-tu enceinte? Sa question m'a frappée par son absurdité. Comme si la seule raison pour une femme d'abandonner une carrière aussi prometteuse était une grossesse non désirée. Mon père a refusé de me parler pendant des semaines. Quand il l'a finalement fait, sa voix était glaciale. Tu as fait ton choix. Assume-le. À Noël, cette année-là, le récit familial était déjà solidement ancré. Élise a craqué. Élise n'a pas tenu le coup. Élise a abandonné. C'était plus simple pour eux. Une tragédie personnelle est plus facile à gérer qu'une corruption systémique. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils chuchotaient sur mon effondrement nerveux, j'étais à mi-chemin de mon processus d'habilitation de sécurité. Que j'avais déjà commencé à apprendre comment suivre des transferts numériques à travers des sociétés écrans. Que je m'entraînais avec des agents qui parlaient en nom de code et se déplaçaient en silence. Ils pensaient que j'avais abandonné parce que j'étais faible. La vérité, c'est que je suis partie parce que j'avais vu quelque chose de mal, et que quelqu'un m'avait donné un badge et le pouvoir de le combattre. Ils pensaient que je fuyais un échec. En réalité, je courais vers mon destin. Et ce destin était sur le point de connaître une confrontation dramatique dans la même pièce où tout avait commencé pour ma famille. La question était, serais-je prête le moment venu? Pendant les 12 années qui ont suivi, ma vie est devenue un exercice de compartimentation. D'un côté, il y avait le docteur Élise Dubois, l'enquêtrice du ministère.
De l'autre, il y avait Élise, l'analyste de données de Lyon, la fille qui avait perdu sa voix. Maintenir cette façade exigeait une discipline de fer. J'ai manqué plus de Noël que je n'en ai célébré. J'envoyais des cadeaux qui arrivaient dans des boîtes anonymes, sans adresse de retour. Je répondais aux SMS groupés de ma mère par des messages vagues et impersonnels, j'espère qu'il fait beau à Paris. Lentement, méthodiquement, je me suis retiré de chaque tradition familiale que j'avais autrefois aimée. Il y avait toujours une bonne raison. Une crise au travail. L'urgence d'un collègue. Un vol annulé à la dernière minute. Au bout d'un moment, ma famille a cessé de poser des questions. Mon histoire de couverture, par sa banalité même, s'est installée comme la poussière sur des meubles oubliés. Ma mère soupirait lors de ses déjeuners avec ses amis. Ah, Élise, elle est un peu perdue, vous savez. Nous n'en parlons pas beaucoup. Mon père, lorsqu'un ancien collègue lui demandait ce que je devenais, répondait simplement par une phrase évasive, elle fait de la recherche administrative dans le secteur privé, avant de rapidement orienter la conversation vers la liste croissante des accomplissements de Julien. Pendant ce temps, j'avais mémorisé 3 alias distincts, travaillé sous 2 identités de couverture non officielles, et passé plus de temps dans les sous-sols sécurisés des tribunaux que dans mon propre appartement. J'avais interrogé des juges dont les noms ornaient des plaques de rue. J'avais suivi des virements bancaires à travers 8 pays différents et démasqué des réseaux de corruption qui avaient failli détourner des financements électoraux. Il y a eu des jours où je suis rentré dans des salles de réunion, portant une perruque, armé de rien d'autre qu'un bloc-notes et un niveau d'habilitation qui faisait s'écarter les gardes du corps. Le souvenir le plus douloureux reste ce fameux dîner de Noël, il y a 4 ans. J'avais réussi, pour une fois, à me libérer. J'avais passé les 72 heures précédentes à débriefer un lanceur d'alerte dont la confession allait secouer une sous-commission parlementaire. J'étais épuisé, mes nerfs à vif, mais j'ai enfilé un pull couleur vin, j'ai mis un sourire sur mon visage et j'ai joué mon rôle. Le dîner était exactement comme dans mes souvenirs. Le même lustre en cristal, la même argenterie, les mêmes conversations. Au milieu du repas, Julien, déjà à son 3e verre de vin et baignant dans les louanges d'un oncle, s'est penché vers moi avec un sourire narquois. Au moins, a-t-il gloussé, moi, j'ai réussi mon examen d'éthique au barreau. Un silence flotta, puis tout le monde a ri. Un rire bienveillant, un peu condescendant. Même mon père a esquissé un sourire. Le message était clair, Julien était un succès, j'étais une blague un peu triste. J'ai ri aussi. Un petit rire doux, en prenant un petit pain et en le beurrant avec une attention exagérée. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas dit que 2 jours auparavant, j'avais témoigné pendant 6 heures derrière une vitre sans teint devant une commission fédérale sur la mauvaise conduite judiciaire. Un témoignage si sensible que mon nom ne figurera jamais dans aucun procès-verbal. J'ai simplement souri et supporté. Ils pensent que je suis silencieuse parce que j'ai abandonné. La vérité, c'est que je suis silencieuse parce que le travail que je fais ne peut pas être nommé. Et parce que parfois, pour protéger le système, il faut laisser les gens à l'intérieur de ce système penser que vous n'êtes rien du tout. C'est le sacrifice. C'est le prix de la couverture. Chaque année de silence a ajouté une couche de plus à la distance entre nous. Chaque mensonge par omission a creusé le fossé. Je les ai laissés me sous-estimer, me prendre en pitié. C'était mon armure. C'était plus sûr pour tout le monde. Mais aujourd'hui, dans cette salle d'audience, l'armure commence à se fissurer. Le juge Rochefort continue son discours, mais ses yeux reviennent sans cesse vers moi. Une étincelle de reconnaissance, puis de confusion. Il sait qui je suis. Il se souvient de la fille de son ami Jean-Pierre. La question est, se souvient-il d'autre chose? Sait-il que la fille qu'il a connue est maintenant la femme qui tient son avenir entre ses mains? Le moment de vérité approche, je le sens. Et je ne sais pas si je suis prête. Chers amis, restez avec moi. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre, car la chute est souvent plus spectaculaire que l'ascension. Le juge Rochefort est au pupitre. Sa voix, autrefois si chaleureuse et pleine de rire dans le salon de mes parents, est maintenant empreinte d'une gravité officielle. Il parle de l'honneur de la profession, de l'intégrité, du poids sacré de la loi. Un discours qu'il a dû prononcer des centaines de fois, des mots qui sortent de sa bouche par pure habitude, sans âme. Je peux voir qu'il est en pilote automatique.
Puis, son regard dérive. Il passe par-dessus les premiers rangs, par-dessus les diplômés et leurs parents fiers. Son regard balaie le fond de la salle, et s'accroche au mien. Il y a un arrêt brutal. Une microseconde d'interruption dans le flux de ses paroles. Sa bouche reste entr'ouverte au milieu d'une phrase. Une lueur de confusion traverse ses yeux, rapidement remplacée par autre chose. La réalisation. La reconnaissance. Et peut-être, la peur. Il se souvient. Il ne se souvient pas seulement de la petite Élise qui mangeait des bonbons à ses fêtes de Noël. Il se souvient d'une autre rencontre, plus récente. Une rencontre informelle dans le couloir d'un ministère, il y a 6 mois. J'étais là pour un autre dossier, mais nous nous étions croisés. Mon visage, mon nom. Il se souvient de la présentation que mon collègue avait faite. Juge Rochefort, je vous présente le docteur Dubois, de notre division des enquêtes internes. Un détail à l'époque, mais un détail qui, aujourd'hui, dans ce contexte, prend une signification terrifiante pour lui. Son hésitation ne dure qu'une seconde, mais dans le silence de la salle, elle semble une éternité. Assez longtemps pour que je la remarque. Assez longtemps pour que mon père, qui connaît son ami depuis 30 ans, fronce les sourcils, sentant une anomalie. Je ne baisse pas les yeux. Je maintiens son regard. Je hoche la tête, un mouvement presque imperceptible. Ce n'est pas une menace. C'est juste une confirmation. Oui, c'est bien moi. Je suis là. Je m'attends à ce qu'il se ressaisisse, qu'il reprenne le fil de son discours insipide et qu'il fasse comme si de rien n'était. C'est ce que ferait n'importe quelle personne sensée dans sa position. Mais Alain Rochefort est un homme acculé, et les hommes acculés ne sont pas toujours sensés. Il fait quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. Quelque chose de brillant et de suicidaire à la fois. Il s'éclaircit la gorge, son regard quittant le mien pour balayer à nouveau l'audience. Avant de procéder à la prestation de serment, dit-il, sa voix maintenant parfaitement stable, mais avec une nouvelle intensité, je voudrais prendre un moment pour partager une réflexion personnelle. Un murmure parcourt la salle. Ce n'est pas dans le programme. Mon père se penche vers ma mère, l'air interrogateur. Rochefort continue, choisissant ses mots avec le soin d'un démineur. Récemment, j'ai été amené à réfléchir profondément à la nature de notre système. À l'importance de l'intégrité, non pas comme un concept abstrait, mais comme une pratique quotidienne. J'ai été rappelé à l'ordre, si vous voulez, sur le fait que même les plus haut placés d'entre nous sont, et doivent être, surveillés. Il marque une pause dramatique. L'air dans la salle est électrique. Il y a des yeux silencieux qui nous regardent. Des observateurs dévoués, souvent invisibles, au sein de notre propre ministère de la Justice, qui veillent à la santé de notre système. En prononçant ces mots, son regard revient se poser sur moi. Directement. Sans équivoque. La présence d'un tel, gardien, parmi nous aujourd'hui est un rappel puissant pour nous tous. Un rappel que personne n'est au-dessus des lois. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Il n'a pas dit « Docteur Dubois, enquêtrice principale ». Il a fait bien pire. Il a allumé un projecteur sur moi, tout en se drapant dans une fausse humilité, se présentant comme un homme qui a soi-disant accueilli cette surveillance. C'est un coup de maître. Un coup de poignard. Il vient de me démasquer devant toute ma famille et tout le barreau de Paris, mais d'une manière si ambiguë que je ne peux rien dire. Le silence est absolu. Puis, lentement, comme une vague, les têtes se tournent. Les gens suivent la direction de son regard. Vers le fond de la salle. Vers moi. Le cou de ma mère se raidit. Mon père devient rigide comme une statue de marbre. Le corps de Julien se penche en avant, comme s'il essayait de s'assurer qu'il a bien entendu. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma famille me regarde. Pas comme un problème à gérer, pas comme une déception à cacher, mais comme une variable qu'ils n'avaient jamais prise en compte. Je ne souris pas. Je ne hoche pas la tête. Je reste assise, immobile, chaque instant en moi lisant la salle, cataloguant les réactions. J'avais préparé de nombreux scénarios, mais je n'avais pas préparé celui-ci. Je n'avais pas préparé le moment où la lumière s'allumerait. La réception qui a suivi s'est tenue dans un salon adjacent, tapissé de boiseries sombres et de portraits de juges décédés depuis longtemps. L'ambiance aurait dû être à la fête.
Le bourdonnement habituel des conversations professionnelles, des rires et des félicitations familiales avait été remplacé par une tension étrange, palpable. C'était comme si tout le monde retenait son souffle, attendant de voir qui parlerait le premier. Je me tenais près du fond de la salle, un verre de Perrier à la main que je n'avais pas touché. Je portais le même calme sans expression qui m'avait servi lors d'interrogatoires sur le terrain, d'opérations de surveillance et de briefings à huis clos. Mais ceci n'était pas un protocole fédéral. C'était la famille. Et aucun manuel ne couvrait la procédure à suivre lorsque votre propre père vous regarde comme si vous veniez de sortir d'un dossier classifié. Mes parents et Julien formaient un petit îlot de silence au milieu de la pièce. Les gens venaient féliciter mon frère, mais leur regard glissait inévitablement vers moi, curieux et incertain. Ma mère souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Mon père avait le visage fermé, impénétrable. Un vieil ami de la famille, maître Dubois-Moreau, un avocat corpulent et bon vivant, s'est approché de moi, ignorant manifestement l'attention. Il m'a tapoté l'épaule avec une familiarité condescendante. « Alors, Élise ? Toujours à Lyon ? Ne t'en fais pas, ma petite. La vie a plus d'un tour dans son sac. Ce n'est pas parce qu'on trébuche une fois que tout est fini. » Il m'a fait un clin d'œil paternaliste, complètement inconscient de l'ironie de ses paroles. Avant que j'aie pu répondre, la voix de mon père a retenti, basse mais portant dans toute la pièce. « Laisse-la, Jacques. » Dubois-Moreau s'est retourné, surpris. C'est mon père qui a rompu le silence. Il s'est tourné lentement, quittant la table des petits fours, et s'est approché de moi. Ses yeux, deux éclats d'acier, se sont plantés dans les miens. « Le ministère de la Justice, a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une accusation. » Depuis quand ? Le moment était venu. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de couverture. J'ai rencontré son regard sans ciller. Depuis que j'ai quitté la Sorbonne. Ma voix était calme, factuelle. Je n'ai pas abandonné. J'ai été recruté. Juste après l'enquête sur l'éthique. Son front s'est plissé, sa mâchoire s'est crispée. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, recalculant 12 années de supposition, 12 années de jugement. Ma mère s'est approchée, la main tremblant légèrement alors qu'elle ajustait son bracelet en perles, sa bouche entr'ouverte. Elle n'a rien dit au début, puis, d'une voix fragile, à peine un murmure, nous pensions que tu étais perdu. Je ne l'étais pas, ai-je répondu doucement. Je faisais ce pourquoi j'avais été formé. Ce que j'étais autorisé à faire. Le silence est retombé, lourd, pesant. Puis Julien s'est avancé. Le sourire narquois de l'étudiant en droit avait disparu, remplacé par une expression d'incrédulité et autre chose. De la curiosité. Peut-être même une pointe d'admiration. « Attends, a-t-il dit, sa voix plus basse. L'affaire du maire de Lyon, l'année dernière. Les mises en examen scellées, la fuite qui a été stoppée net. C'était ton équipe, n'est-ce pas ? » Je n'ai pas répondu directement. Le procureur en charge de cette affaire a été signalé par notre division 2 ans auparavant, ai-je simplement dit. Ses yeux se sont écarquillés. Il a reculé d'un pas, comme si le sol venait de tanguer sous ses pieds. L'affaire en question avait été le sujet de toutes les conversations dans les cabinets d'avocats parisiens pendant des mois. Un cas d'école de complexité et de discrétion. Mon père a expiré lentement, un souffle long et rauque, celui qu'il prenait avant de livrer sa plaidoirie finale. Alors, pendant toutes ces années, nous pensions que tu avais renoncé, et tu menais des enquêtes sur la corruption fédérale. C'est le travail, ai-je dit. Et l'histoire de couverture ? L'analyste de données, a-t-il demandé, son cerveau de procureur reprenant le dessus, cherchant les faits. Protocole standard. Exposition minimale. Plus sûr pour tout le monde. J'ai ajouté, en le regardant droit dans les yeux, surtout pour vous. La voix de ma mère s'est brisée. Sais-tu combien de nuits j'ai passé éveillée, à me demander si tu savais qui tu étais, où tu allais ? Je savais exactement qui j'étais, maman, ai-je répondu, ma voix s'adoucissant pour la première fois. C'est juste que vous n'aviez pas l'autorisation de le savoir. Personne n'a applaudi. Personne n'a pleuré. Mais pour la première fois depuis plus d'une décennie, personne n'a regardé à travers moi. Et cela, c'était plus que suffisant.
Pour le moment. Plus tard dans la soirée, après que la réception se soit vidée et que les félicitations polies aient laissé place à de longs silences stupéfaits, je me suis retrouvée dans la maison de mes parents à Neuilly-sur-Seine. La maison où j'avais grandi. Les pièces me semblaient plus petites que dans mes souvenirs. Les meubles familiers m'étaient délavés, les murs qui n'avaient pas changé mais qui semblaient soudain plus fragiles, maintenant que l'air entre nous avait changé. Le trajet en voiture depuis le palais de justice s'était fait dans un silence quasi total. Julien conduisait, jetant des regards furtifs dans le rétroviseur comme s'il ne me reconnaissait pas. Mon père était assis à l'avant, le regard fixé sur la route, perdu dans ses pensées. Ma mère, à côté de moi sur la banquette arrière, tripotait nerveusement le fermoir de son sac à main. Une fois à la maison, personne ne semblait savoir quoi faire. L'éléphant dans le salon n'était plus un éléphant, c'était un léviathan. Ma mère a disparu à l'étage pendant quelques minutes, sans un mot. Quand elle est revenue, ses talons silencieux sur l'épais tapis, elle portait une boîte en carton. Une de ces boîtes de rangement, jaunie par le temps, les bords scotchés. Elle l'a posée sur la table basse en face de moi et s'est agenouillée à côté, sa main lissant le couvercle avant de l'ouvrir. « J'ai gardé ça », a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je n'arrivais juste pas à les jeter. À l'intérieur, c'était ma vie d'avant. Ma carte d'étudiant de la Sorbonne, les coins légèrement cornés. Un dossier usé avec une étiquette « Élise, félicitations » écrit de sa main. Je l'ai ouvert. Il y avait quelques lettres de professeurs du début de mes études, des éloges que je n'avais jamais partagés. Des notes sur des stages potentiels auprès de la Cour de cassation que je n'avais jamais suivis. Et niché sous tout ça, une fine enveloppe en papier craft. Ça, c'est arrivé l'année dernière, a ajouté ma mère. Sans adresse de retour. Nous n'étions pas sûrs de ce que cela signifiait. Je l'ai prise. Mes doigts, habitués à manipuler des preuves, l'ont ouverte avec précaution. À l'intérieur, une seule page. Un certificat officiel du ministère de la Justice. Le texte était non spécifique, intentionnellement vague. Pas de titre de poste, pas de date. Juste une ligne en bas, en reconnaissance d'un service exceptionnel dans les affaires relatives à l'intégrité nationale et à la sécurité judiciaire. Ce n'était pas une preuve au sens où il l'aurait voulu autrefois. Mais c'était réel. Et maintenant, c'était à eux. Mon père était resté silencieux, debout près de la cheminée, les mains jointes dans le dos. Quand j'ai levé les yeux, il fixait l'enveloppe comme si c'était un document déclassifié qu'il avait attendu des années pour lire. « Tu as protégé des gens comme moi », a-t-il finalement dit. Sa voix n'était pas tremblante, mais quelque chose à l'intérieur s'était adouci. Des gens qui croient en la pureté de la loi. Et moi, je t'ai jugé sans savoir. Je t'ai condamné sans procès. J'ai manqué à mon premier devoir. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. L'aveu était là, dans sa voix rauque. Il a fait un pas vers moi, puis un autre. Il a tendu la main. Pas comme un père tend la main à sa fille, mais comme un homme de loi en tend une à un autre. Un geste de respect mutuel, de reconnaissance entre pairs. Merci, docteur Dubois. Son utilisation de mon titre officiel, de mon nom de famille, était plus significative que n'importe quelle étreinte. C'était une reconnaissance de mon identité, de mon parcours, de mes sacrifices. J'ai pris sa main. La sienne était chaude, calleuse. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai eu l'impression que ma propre main était vue pour ce qu'elle était vraiment, celle d'une femme qui se battait pour les mêmes principes que lui, mais dans l'ombre. Ce n'était pas une étreinte. Il n'y a pas eu de larmes. Juste une poignée de main. Mais dans ce simple geste, 12 années de douleur, de jugement et d'incompréhension se sont dissoutes. J'étais rentrée à la maison. Mais je me demandais, au fond de moi, si une famille comme la mienne pouvait vraiment changer. Le jardin sentait toujours la même chose. L'herbe fraîchement coupée, la fumée du charbon de bois, et cette odeur âcre de liquide allume-feu que mon père s'obstinait à utiliser, peu importe combien de fois Julien lui proposait un barbecue à gaz plus moderne. C'était le 14 juillet, la fête nationale, et comme chaque année, les Dubois recevaient. Mais cette année, quelque chose était différent. Je l'étais. Je ne suis pas arrivée en retard. Je n'ai pas hésité près du portail, attendant un SMS pour me donner le courage d'entrer.
Je suis passé par le côté du jardin, portant un crumble aux fruits rouges que j'avais fait moi-même, et je n'ai pas tressailli lorsque mon père m'a aperçu de l'autre côté de la pelouse. Il s'est redressé. Pas avec raideur, comme avant, mais avec fierté. Et quand je suis arrivé près du barbecue, il s'est tourné vers le petit cercle de ses anciens collègues, des hommes aux tempes grisonnantes et aux histoires qui commençaient toutes par « à l'époque », quand j'étais au parquet. Il a posé une main sur mon épaule. « Messieurs, a-t-il dit, sa voix claire et forte. Je vous présente ma fille, Élise. Du ministère de la Justice. » Il n'y a eu aucune hésitation dans sa voix. Juste un fait. Une simple présentation, mais chargée d'un poids que seuls des hommes comme eux pouvaient comprendre. Il n'y a pas eu de question de suivi. Pas de « ah bon, elle fait quoi exactement ?» Juste quelques hochements de tête respectueux. C'était suffisant. J'étais de retour dans le cercle. Julien m'a trouvé près de la glacière un peu plus tard, tenant 2 assiettes pleines. Il m'en a tendu une avec un grand sourire. « Alors, a-t-il commencé, c'est donc toi la raison pour laquelle le procureur de l'affaire Gerbeau a paniqué juste avant son procès ?» J'ai haussé un sourcil en prenant l'assiette. Je ne peux ni confirmer, ni infirmer. Il a ri. Un vrai rire, libéré. Je t'en dois une. Et probablement quelques verres. Nous n'avons rien dit de plus. Nous n'en avions pas besoin. Le fossé entre nous, creusé par des années de secrets et de jugements, commençait à se combler. Le ciel commençait à virer au rose, et quelqu'un a allumé le premier cierge magique. Les enfants couraient sur l'herbe, leur rire se mêlant au crépitement du barbecue. Pour la première fois depuis une éternité, je ne me sentais plus à l'extérieur, regardant à travers une fenêtre. J'étais à l'intérieur. Enfin, selon mes propres termes. Pendant des années, j'ai laissé ma famille croire que j'avais tourné le dos à tout ce que j'avais promis de devenir. Je les ai laissés parler de moi à mots couverts, avec des tons radoucis, comme si j'étais un chapitre de leur vie qui n'avait pas tout à fait bien tourné. J'ai porté ce silence comme une armure. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que le travail l'exigeait. Parce que la justice ne porte pas toujours une robe ou ne se tient pas derrière un pupitre. Parfois, elle est assise tranquillement au fond d'une salle d'audience, et elle observe. Parfois, elle travaille à travers des alias, des fichiers cryptés et des briefings à huis clos. Parfois, elle ressemble à un échec, jusqu'à ce que la vérité ait enfin l'espace nécessaire pour parler. Je ne suis pas venu à cette cérémonie pour leur prouver quoi que ce soit. Je suis venu parce que ce jour était important pour mon frère. Je suis venu parce que les personnes que nous devenons dans le silence méritent aussi d'exister dans la lumière. Et parce que même dans les familles comme la mienne, ancrées dans la tradition, parfois aveugles aux nuances, il y a de la place pour la vérité. Finalement. Alors, si votre famille vous a déjà mal jugé, s'ils ont décidé qui vous étiez sans jamais vous le demander, ne passez pas votre vie à essayer de leur prouver qu'ils ont tort. Vivez d'une manière qui soit juste pour vous, et laissez le temps faire le reste. Car finalement, la vérité ne chuchote pas. Elle se lève, et elle est entendue. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà ressenti ce poids du secret ou de l'incompréhension, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Et souvenez-vous, parfois, ce sont les plus silencieux qui portent le plus de poids. Et parfois, ce sont eux qui tiennent tout l'édifice debout. Merci de m'avoir écouté.